Salut et bienvenue dans cette vidéo, dans cet atelier comment choisir entre l'achat de la résidence principale ou l'investissement locatif comme premier achat. Je te souhaite la bienvenue. Je sais que c'est une question qu'on se pose très facilement. Lisa, j'ai envie d'acheter une résidence principale, les banques prêtent plus, mais j'entends tellement souvent dire il faut pas commencer par la résidence principale. Comment prendre la décision? On va voir tout ça ensemble. La première chose que je veux te dire, ce choix est totalement personnel et malheureusement, il n'existe pas de solution universelle. Il n'y a pas de « c'est mieux de faire une résidence principale parce que la fiscalité est plus intéressante », c'est mieux de commencer par de l'investissement locatif parce que tu as les leviers, les emprunts bancaires qui sont remboursés grâce au loyer, tu crées du patrimoine, blablabla. Bref, si on te dit pour toi c'est mieux, faites attention, peut-être qu'on n'a pas pris en compte tous les facteurs dans la prise de décision et il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Mais on est là aujourd'hui et aujourd'hui je veux t'aider, te guider à te poser les bonnes questions pour trouver la réponse qui se rapproche le mieux à ta situation, qui te corresponde le plus et qui te motive le plus et qui te permet de ne pas te bloquer par la suite. Donc c'est parti, on va aller sur mon écran et je te raconte tout ça et je te raconte un peu la logique à avoir dans cette réflexion. La première chose, comme je viens de te dire, on part sur toi. Et pour t'aider à te poser les bonnes questions et à réfléchir aux réponses, je t'ai créé un workbook que tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo qui est téléchargeable, qui est cadeau, qui va te permettre d'écrire les réponses, de vraiment prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions qui sont très personnelles et je t'invite à faire ça. Donc, tu vas voir que dans le workbook, il y a 3 grandes parties qui est ta situation financière, tes objectifs et le marché immobilier. Donc c'est parti, on va voir ces points un par un. On va commencer par la situation financière. Peut-être que c'est quelque chose dont tu es déjà à l'aise, tu arrives à épargner tous les mois. C'est pas grave, ça peut être un très bon rappel et puis sinon tu peux peut-être passer à autre chose. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on ne nous éduque pas à l'école. Nos parents ne nous éduquent pas forcément à mieux comprendre notre relation à l'argent. Donc c'est vraiment important de commencer par ça. Et puis c'est logique, quand tu vas voir ta banque, il faut bien présenter des comptes, donner envie aux banques de te prêter de l'argent pour un projet, rien de mieux que préparer un bon dossier bancaire pour ça. Et la première chose que je veux que tu saches, et peut-être que tu seras surpris, mais on est nombreux à ne pas savoir combien on gagne. Et je te parle pas approximativement combien je gagne à peu près. C'est pas dire je gagne à peu près 2000 €. Non, je gagne 2300 €. Le minimum que j'ai quand j'ai pas de variable, c'est 2100 €. La majorité du temps, j'ai des variables de 200 €. Donc, je suis plutôt en moyenne aux alentours de 2300. Et quand j'ai le 13e mois qui m'arrive une fois par mois, j'ai 3000 €, 4000 €. De savoir vraiment ta fourchette basse, ta fourchette haute et pouvoir dire à l'année, je gagne tant. Et c'est dommage parce que beaucoup ne savent pas dire avec précision les chiffres. Alors, je ne parle pas à 1 € près, mais c'est important de savoir où tu en es en termes de ce que tu gagnes. Et tu vas peut-être te rendre compte que finalement, tu gagnes plus que tu ne le pensais parce que ça, c'est une phrase qu'on pense beaucoup. Si je gagne plus d'argent, ma vie serait plus simple. Et en réalité, il y a déjà beaucoup de choses que tu peux déjà mettre en place avec ton salaire actuel pour avoir un meilleur confort, commencer à épargner de manière confortable. Et c'est juste qu'on t'a jamais appris à le faire. Donc, le workbook et cette vidéo est l'occasion parfaite de s'y pencher et d'optimiser ta situation financière. Maintenant que tu connais tes revenus, que tu as pris tes fiches de salaire, tu as regardé tes prélèvements bancaires et tu regardes ce que tu gagnes mensuellement, tu vas regarder tes dépenses. Pareil, ça c'est un peu plus compréhensible, mais beaucoup ne savent pas combien on dépense dans le loyer, dans la voiture, dans l'essence, dans les courses, dans les sorties, etc. Et ça aussi c'est quelque chose qui est important de savoir pour être honnête avec toi-même. Et tu vas voir, toutes les personnes, mes clientes qui ont fait l'exercice, m'ont toutes dit « Lisa, je pensais que je dépensais plus pour ça et je ne pensais pas que je dépensais autant dans ce poste. » Donc, regardez ces comptes bancaires pour enfin apprendre à être honnête avec toi-même pour « Ah bah si, je suis en fait dépensière sur ce poste-là » ou « En fait, non, j'épargne bien. » Ou alors, à l'inverse, j'ai même eu le cas
Lisa, j'arrive pas à épargner, mais en fait, elle épargne tous les mois. Elle se mettait tellement le stress à ce sujet. Elle l'épargne tous les mois, mais elle n'arrivait pas à avoir cette légèreté de se dire « Ah, mais si, je suis capable d'épargner ». Donc, c'est vraiment important de se pencher aussi sur ce sujet. L'exercice que je t'ai proposé dans le workbook, c'est de séparer dépenses fixes et dépenses variables. Les dépenses fixes, comme son nom l'indique, c'est les dépenses qui reviennent tout le temps, qui ne bougent pas. Donc le loyer, les abonnements électriques, les abonnements internet, tous les prélèvements que tu as de manière fixe, que tu as tous les mois, eh ben, ça passe dans les charges fixes. Ensuite, tu as la partie variable et comme son nom l'indique, c'est ce qui change. Les courses, l'essence, les sorties, les cadeaux, toutes les dépenses qui arrivent de manière ponctuelle, les mettre là-dedans. Et tu vas voir qu'il va y avoir une moyenne et tu vas voir qu'il y a des dépenses que tu dépenses plus que d'autres. Et ça te permet de vraiment regarder et de se rendre compte où va ton argent et c'est super comme premier exercice à faire. Et une fois que tu as tout ça, normalement, soit tu es tous les mois à découvert, soit tu es en capacité d'épargne. Et c'est ça l'objectif. Le but, c'est de regarder, de faire un audit, un état des lieux de ce qui se passe dans ta vie pour que tu te rendes compte combien tu es capable d'épargner, te mettre déjà en sécurité et de pouvoir plus facilement te projeter pour tes prochains futurs projets immobiliers. Donc, une fois que tu as tout ça, tu sais combien aussi tu as de cash de côté, ça va être beaucoup plus facile de calculer sa capacité d'emprunt, tes urgences financières et te motiver pour la suite. Ensuite, on va passer à l'exercice des objectifs. Peut-être que c'est un exercice que tu as déjà fait, réfléchir à tes objectifs court, moyen, long terme. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, comme ça tu l'apprends avec moi. Si c'est déjà le cas, ça va être plus facile pour toi parce que normalement, tu as déjà réfléchi. Pour ceux qui n'ont jamais fait, court terme, c'est tes objectifs que tu vas atteindre en 1 an. Moyen terme, 5 ans. Long terme, c'est 10 ans. Et peut-être que tu vas me dire, Mélissa, j'ai aucune idée de où je serai dans 10 ans. Et c'est pas grave. Le but, c'est que tu aies une boussole de direction qui te dirige dans la bonne direction. Et c'est pas grave si ça change dans le temps et ça va changer dans le temps parce qu'il va se passer plein de choses dans ta vie que tu peux pas prédire. Mais avoir une vision de où tu veux aller va forcément t'aider à avancer et à prendre des décisions aujourd'hui. Typiquement, moi, mon objectif, c'est le million. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour me rapprocher du million de patrimoine net. Et ne pas avoir peur de voir grand, même si ça paraît impossible, petit pas par petit pas, on peut s'en rapprocher et ça te permet de aussi découper plus facilement dans tes projets. Si vraiment tu as vraiment du mal à réfléchir à ce que tu veux dans le futur, le biais cognitif humain qui est très négatif, il y a un biais humain qui s'appelle le biais négatif, on trouve plus facilement des choses négatives que des choses positives. Donc, si tu veux pas savoir dans quel sens tu veux aller, peut-être que tu peux plus facilement trouver la position dans laquelle tu ne veux plus être. Typiquement, moi, je veux changer de ville d'habitation. Je ne veux plus habiter dans la ville que je suis aujourd'hui parce que les opportunités de cette ville ne me correspondent plus. Donc, du coup, ça me fait réfléchir à où est-ce que je veux aller par la suite. Donc, un de mes objectifs, c'est de savoir dans quelle ville je veux déménager. Autre chose aussi, en ce moment, je regarde le prix quand je fais les courses. L'inflation a fait mal à beaucoup de monde et j'en fais partie. Donc, un de mes objectifs, c'est de ne plus avoir à regarder le prix quand je fais mes courses. Et ce serait un énorme soulagement et ça m'aide à réfléchir à des objectifs court, moyen, long terme, etc., etc. Trouver ce qui ne te plaît pas dans ta vie pour améliorer, trouver ce que tu veux changer, ça peut t'aider à trouver des objectifs concrets pour la suite. Et enfin, le dernier point, le marché immobilier. Oui, parce que les règles du jeu ne seront pas les mêmes si tu habites à Paris, à Saint-Étienne, à Nice, à Brest, etc., etc. Je ne vais pas faire toutes les villes de France. Ou même le dom-tom, les règles du jeu ne seront pas les mêmes. Le prix de l'immobilier n'est pas le même, le loyer n'est jamais corrélé au prix du marché de l'immobilier. Donc, à toi de faire ton étude de ton secteur, de le connaître. Je veux que tu saches combien ça coûte de louer un appartement. Je veux que tu saches combien ça coûte d'acheter. Je veux que tu connaisses le prix au mètre carré. Ça doit être un langage qui doit être automatique dans ton vocabulaire tous les jours. Je vais écrire en même temps que je parle, comme ça je ne vais pas perdre le fil.
Et autre chose aussi, l'attractivité économique. Pourquoi cette ville est attractive, le secteur est attractif. Et vraiment, fais attention à tout ce qui est campagne. Je sais qu'il y a des personnes qui sont prêtes à aller en campagne pour trouver de la tranquillité, pour trouver des prix au mètre carré moins chers. Il y a plein de raisons d'aller dans un secteur qui est moins habité, et puis c'est totalement ok. Mais c'est pas le cas de tout le monde. L'être humain est un animal social, et c'est pas par hasard que s'il y a une concentration de population dans des grandes villes, c'est que il y a des opportunités de travail, des transports qui est plus pratique, des écoles, des commerces qui sont plus nombreux. C'est pas fait pour rien. Donc reste stratégique aussi en réfléchissant à la revente. Est-ce qu'il y a des potentiels acheteurs à ce prix que je suis prêt à mettre dans un bien qui sont prêts à acheter par la suite pour X raisons, que ce soit pour acheter ou pour louer. Est-ce qu'il y a des investisseurs pour la résidence principale ou du locatif qui seront intéressés à acheter sur ce secteur? Et ça, c'est super important à savoir pour faire une étude intelligente et professionnelle. Et donc là maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps de prendre le workbook et de réfléchir à toutes ces questions. Là, c'est vraiment un travail en profondeur que tu dois faire avec toi-même et réfléchir à tout ça avec honnêteté, sincérité et avec clarté. Et une fois que tu as fait tous ces exercices, de savoir un peu ta situation financière, tes objectifs, dans la direction où tu veux aller, et enfin connaître le marché immobilier dans lequel tu es, ben maintenant, comment tu vas choisir? Et pour moi, il y a trois grandes options qui vont vraiment dépendre de plein de choses. Et commençant par la résidence principale. Donc, je vais te dire un peu les avantages et les inconvénients de chaque type de projet. La résidence principale, alors la première chose à laquelle je pense, ça va être la sensation de sécurité. Et j'insiste sur le mot, sur le sentiment de sécurité. Et je parle bien de sentiment. L'être humain a besoin d'un endroit où on se sent bien. Je suis sûre que tu l'as déjà ressenti à plein de reprises. Quand tu sors, tu pars en vacances, tu sors du travail, quand tu arrives chez toi, tu te sens... Il y a un apaisement qui se crée. Et ben c'est ça qui peut procurer une résidence principale. Ça va décupler cette sensation de sécurité. Et je ne sais pas si tu connais cette pyramide. Je pense que oui. Cette pyramide de Maslow. Alors... La hiérarchie, elle n'a jamais été prouvée. C'est pas parce que tu as le besoin de sécurité qui est conforme que tu vas être plus motivé à chercher de la communauté ou de faire des grands projets. Mais je trouve que quand même cette pyramide, elle est facile à comprendre que un besoin de sécurité, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et oui, s'accomplir, avoir de l'estime, appartenir à des communautés, c'est aussi important, mais le besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental. Et donc, si tu te sens pas bien là où tu es aujourd'hui dans ta location pour X raisons, oui, c'est le moment de déménager et peut-être songer à acheter une résidence principale. Et je suis pas du tout là pour te contredire, puisque moi, depuis que j'ai acheté ma résidence principale, c'est un petit appartement, c'est un petit T2, mais ma productivité a décuplé. Il y a un truc que je ne faisais pas avant et que je fais aujourd'hui, je cuisine. Quand j'étais locataire de mes appartements, je cuisinais jamais, je faisais tout le temps du Uber Eats. Mais il y a un truc qui se passe quand c'est ta cuisine, c'est toi qui l'as décidé et qui l'a acheté, qui a réfléchi à tous les espaces de rangement et par rapport à ta vie en fait, tu es beaucoup plus motivé à cuisiner. Et il n'y a pas que la cuisine, je me lance dans beaucoup plus de projets personnels, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, il se passe une énergie quand tu te sens bien chez toi qui est nouvelle et qui est extrêmement intéressante à exploiter. Donc, en termes de sécurité, et de sensation de sécurité, c'est un énorme avantage. Tu crées un matrimoine. Avant de parler de matrimoine, la fiscalité. Il y a des choses qui sont en train de changer au moment où je tourne la vidéo, mais pour l'instant, il n'y a rien d'acté et pour l'instant, c'est toujours officiel. Il n'y a pas de fiscalité quand tu revends une résidence principale. Tu n'es pas imposé sur la plus-value. Et ça, c'est un énorme avantage. C'est-à-dire que si tu achètes un bien 100 000, tu fais 30 000 de travaux dedans pour embellir, pour faire des trucs sympas, tu le revends 150 000, les 20 000 euros, c'est dans ta poche et tu les récupères.
Et il n'y a même pas besoin d'attendre 5 ans forcément. Mon exemple de ma résidence principale, typiquement, je l'ai acheté, j'ai mis 15 000 euros d'apport. Demain, je le revends, je récupère entre 30 et 35 000 net, et qui ne sera pas imposable. J'ai une grosse plus-value sur mon immeuble en locatif. Si je la revends aujourd'hui, je me fais déglinguer par les impôts. Donc, c'est un énorme avantage qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et enfin, tu crées un matrimoine. Je t'ai dit que je récupérais 30 000 euros. C'est parce que j'ai aussi capitalisé, que j'ai commencé à rembourser mon crédit de 5 000 euros, je crois, en un an. Donc forcément, et ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire quand tu es locataire. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages qui est extrêmement intéressant. Par contre, attention, gros attention, c'est souvent un achat émotionnel. Ne pas se faire emporter par les émotions. Forcément, quand c'est pour toi, tu as envie de te mettre bien, tu vas plus facilement céder aux faiblesses, acheter un grand salon, plein de chambres, je veux un bureau séparé, un grand dressing peut-être, une belle douche avec une baignoire parce que tu adores les baignoires. Bref, tu veux te mettre bien, donc forcément, tu risques d'investir et de faire tapis dedans. Donc, la chose que je recommande si tu achètes une résidence principale, essaye d'acheter petit. Je vais te parler d'un ami qui me dit « Lisa, j'ai envie d'acheter une RRP ». Bah ouais, génial, en plus, tu as un bon salaire, tu dois pouvoir… Oui, mais sur le secteur, on ne peut pas acheter une maison. Pourquoi tu n'achètes pas un appartement? Ah non, si j'achète, je deviens propriétaire, ce sera une maison, surtout pas un appartement. Mais tu n'as pas les moyens d'acheter une maison sur ce secteur-là, mais tu peux t'acheter de beaux appartements. Ouais, mais je veux pas. Mais actuellement, tu vis dans un T2. Pourquoi tu veux pas acheter un T2 ou un T3? Non, je veux pas. Et parce qu'il est complètement émotionnel. Et cette conversation, elle est pas du tout rationnelle. Mais parce qu'il y a ses émotions, son confort qui est en jeu, c'est plein d'idées qu'il a, de croyances par rapport à la résidence principale, il n'arrive pas à se lancer à devenir propriétaire. Et c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage parce que il a vraiment de beaux revenus avec sa conjointe. Il pourrait acheter même pas juste un seul appartement, plusieurs appartements et faire du locatif, etc. Mais il a ses croyances qui le bloquent à résidence principale. Achat, devenir propriétaire, c'est une maison. Et en effet, on est sur un secteur où les maisons sont très chères. Il n'y a rien en dessous de 500 000 euros. Donc forcément, ça bloque sur beaucoup de choses. Donc, mon astuce par rapport à ça, c'est acheter petit. Si tu vis dans un T2, achète un T2. Moi, si je pouvais, j'aurais acheté un studio, mais je suis sur un secteur où les studios sont hors de prix. Les prix étaient absolument pas raisonnables. C'est à partir des T2 qu'on commençait à avoir des prix intéressants au mètre carré. D'ailleurs, j'ai même pas négocié le prix. Je lui ai fait une offre au prix demandé par le vendeur. Donc les prix étaient beaucoup plus raisonnables. Mais c'est dur de faire des concessions, donc grand attention à ça. Tu veux pas te retrouver à un divorce, à une mutation, des changements dans ta vie perso ou t'as besoin de cash, devoir vendre ta résidence principale, mais tu peux pas parce que en fait ton crédit est plus cher que le prix de revente. Donc attention vraiment à ce côté émotionnel et ne pas se laisser emporter par les émotions et ne plus regarder ce côté business de l'investissement immobilier. L'investissement locatif, alors les bénéfices, j'en ai tellement à te lister. Par où commencer? Typiquement, moi j'ai commencé par l'investissement locatif parce qu'à l'époque où j'ai commencé à investir, je gagnais que 1 900 euros par mois, net. Et avec 1 900 euros par mois, je pouvais pas acheter grand chose en résidence principale. Par contre, j'ai réussi à emprunter 350 000 euros à la banque sans apport parce que c'est un investissement locatif et je pouvais rentrer en compte 3 000 euros de loyer par mois. Et forcément, le risque, il est différent. Le banquier va prendre en considération des revenus supplémentaires. Alors, il faut savoir que c'est pas la totalité, 100% des 3 000 euros, mais une bonne partie quand même qu'il va mettre dans son algorithme et dans ses calculs. Donc, au lieu d'avoir ma capacité basée sur mon salaire, j'avais et mon salaire et les futurs loyers qui allaient rentrer. Et donc, du coup, ça changeait complètement le calcul et la capacité d'emprunt. Donc, au lieu d'emprunter 150 000, 180 000, je pouvais emprunter 350 000 euros. Donc, en termes de matrimoine, là, on est sur un matrimoine plus. Tu crées un matrimoine beaucoup plus rapidement. Là, je te parlais de 30 000 euros de plus-value que je me faisais sur ma résidence principale. Sur mon immeuble, je suis à quasiment 100 000 euros de plus-value que je me suis faite grâce à ce levier de revenus complémentaires. Donc ça, c'est un autre avantage, c'est que tu as des revenus complémentaires. Et c'est ça qui va payer les factures de toute ta gestion locative. Si
qui est absolument incroyable. Et en même temps, tu crées un patrimoine, et tu continues à t'enrichir. Ça va être beaucoup plus facile à enchaîner aussi, parce que encore une fois, tu as des revenus. Donc, ma résidence principale, c'était beaucoup plus facile à négocier, à l'acheter, malgré que je dépassais les 35% d'endettement, parce que en fait, ils s'auto-finançaient. Je montrais à la banque que j'ai aucun problème de gestion à l'immeuble. J'ai mes 6 loyers qui tombent tous les mois. Le crédit est largement remboursé et j'ai même de l'argent de côté pour gérer tous les imprévus qu'il peut y avoir. Il y en a. Donc, le banquier, j'avais toutes les clés en main pour le rassurer. Donc, j'ai pu faire un crédit supplémentaire. Donc, tu peux plus facilement enchaîner. Tu es beaucoup moins bloqué parce que tu peux faire un effet boule de neige avec plus de revenus, plus de revenus, plus de revenus. Quoi d'autre? De l'expérience aussi. En fait, quand tu fais de l'investissement locatif, c'est pas juste pour toi que tu achètes aussi pour louer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir un côté un peu business, mindset entrepreneur, comment faire en sorte que les locataires y restent, comment leur faire plaisir, etc. Donc là, tu commences à porter la casquette entrepreneur, tu gères pas mal de choses. Et donc, en termes d'expérience, tu grandis beaucoup plus et beaucoup plus vite que si tu achetais simplement une résidence principale. Par contre, attention, là je vais contredire beaucoup de peut-être mes confrères de revenus passifs, avoir de l'argent qui rentre sans rien faire, etc. Je suis pas d'accord, ça fait 3 ans que je gère un immeuble de 6 appartements, c'est du travail. Et alors, c'est pas tous les jours, je suis d'accord. Il y a des mois où je suis peinarde, j'en entends jamais parler. Je vérifie 5 secondes sur mes comptes bancaires si les loyers sont bien payés. Et pour l'instant, j'ai jamais eu d'impayé. Je touche du bois, Inch'Allah. C'est génial comme revenu complémentaire, mais ça reste un investissement. Il y a des moments, tu n'as absolument pas envie d'en entendre parler. Tu as des problèmes peut-être au travail, avec ton conjoint, ta famille. Et là, boum, tu as 3 préavis qui tombent en même temps. Alors bon, ils sont pas concertés à rien, mais c'est juste comme ça, c'est les choses, ils peuvent arriver en même temps et tu as 3 locataires qui partent d'un coup et du coup tu dois chercher 3 nouveaux locataires d'un coup. Tu peux avoir des fuites et moi qui gère à 800 km à distance, c'est beaucoup de coups de téléphone pour s'assurer qu'il y a un artisan qui passe, faire des devis, etc. C'est pas en soi, sur l'année lycée, c'est pas beaucoup de travail, mais en charge mentale, c'est quand même quelque chose qui arrive supplémentaire. Donc, faut quand même prendre ça en compte et réfléchir aussi par rapport à ça. Encore une fois, ça se passe super bien dans mon investissement locatif et je suis ultra contente de l'avoir fait. Mais il faut regarder à l'idée que ça reste un investissement, c'est du business et du coup, il faut aussi penser à la gestion. Et enfin, pour moi, il existe une 3e catégorie dont on n'en parle pas et le commun des mortels en général, si j'ose dire commun des mortels, les personnes lambda ne connaissent pas vraiment, ça s'appelle le marchand de biens. C'est un professionnel d'immobilier qui achète et revend. Donc, il n'y a pas de locatif. C'est un peu comme de la résidence principale, mais on est sur des délais beaucoup plus courts. En général, on tourne dans des délais entre 6 mois et 1 an. Et on revend des biens, on résout des problèmes, on prend une marge et on résout. Et l'avantage de ce mode opératoire, c'est que tu récupères beaucoup de capital d'un coup. On parle en moyenne de 50 000 € par transaction, si ce n'est plus. C'est un moyen de grossir son capital très rapidement et c'est super intéressant parce que je sais qu'on voit sur internet beaucoup de personnes qui disent oui, l'intérêt composé c'est bien d'investir en bourse, etc. etc. Personnellement, c'est un avis très personnel. Si tu n'as pas minimum 100 000 € cash, pour moi, ça sert à rien d'investir en bourse ou dans des placements de produits, etc. Tout simplement parce que quand tu as 1 000 €, 5 000 €, 10 000 € à investir en bourse, tu gagnes pas grand-chose. Là, récemment, je viens de recevoir, j'étais sur un projet d'investissement qui durait 1 an, un projet obligataire, et j'avais 20% de rentabilité. J'ai posé 1 000 € parce qu'à l'époque, j'avais pas plus à investir sur ce projet. Je me suis dit, je vais diversifier, faire de l'intérêt composé, blablabla, et je vais investir là-dedans. En 1 an, j'ai eu 20%. Waouh, 20%, c'est génial, c'est une super rentabilité. Mais sur 1 000 €, ça fait 200 €. 200 €, ça fait rien du tout. Ça ne nourrit pas, ça paye rien. Par contre, si j'avais mis 50 000 €, j'aurais eu 10 000 €. Et là, par contre, ça devient intéressant. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu n'as pas minimum 100 000 € de cash, ça ne sert à rien de réfléchir à des bourses, placements, livrer le PER, l'assurance vie, etc.
c'est mieux d'épargner sur un livret A que tu as du cash disponible, que tu peux investir et faire grossir ton capital le plus rapidement possible à 100 000 euros cash pour ensuite diversifier. Et là, ça a du sens de diversifier. Mais tant que tu n'as pas 100 000 euros de cash, c'est mieux de chercher à lever des fonds rapidement. Et le marchand de biens, c'est un excellent moyen de le faire. Donc, montée de capital très rapide. Et aussi, il y a un gros avantage, c'est le projet versus l'investisseur. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Ce n'est plus le risque sur investisseur. Est-ce que tu as un salaire ? Est-ce que tu as des garants, etc. C'est le projet en lui-même qui va être étudié. Est-ce que tu le revends à un prix pas cher ? Et est-ce que tu l'achètes à un prix pas cher, et tu le revends à un prix du marché ? Et si tu as une marge intéressante, si le risque il est dilué, il va te financer parce que ça va être le projet qui va être étudié et plus la personne qui le porte. Alors bien sûr qu'on étudie la crédibilité du porteur du projet, mais si le projet est bien ficelé et bien cloué en termes de risque, une banque n'a pas de raison de ne pas financer. Par contre, on est sur un minimum de 30% d'apport, donc il faut un peu plus de capital. Mais quand tu es dans un bon réseau, que tu lèves de l'argent, en fait, on réfléchit comme une start-up. Tu fais des levées de fonds, tu fais un projet et en un an, on se partage les bénéfices. Donc, on est sur des projets complètement différents, mais ça reste de l'immobilier, c'est très entrepreneurial, on résout des problèmes, on réfléchit plus du tout pareil que des particuliers qui font de l'investissement locatif ou de la résidence principale, on réfléchit beaucoup plus à la revente aussi, qui est le moment le plus intéressant, et c'est extrêmement fascinant comme métier. En revanche, le gros attention, alors oui, on gagne beaucoup, mais c'est aussi extrêmement risqué. On parle de fiscalité extrêmement complexe, il y a de la TVA aussi qui rentre dedans, le risque en tant que professionnel, parce que là, jusqu'à maintenant, on était des petits particuliers qui achetaient pour créer du patrimoine. Quand tu deviens marchand de biens, tu es un professionnel de l'immobilier, donc tu dois avoir des assurances, tu dois garantir des choses quand tu vends aux particuliers, etc., etc. Donc le risque n'est pas le même, mais par contre, tu peux gagner beaucoup, très, très rapidement. Et je me suis du coup lancée à ça, et c'est pour ça que même au chômage, je peux le faire. Voilà pour les 3 types d'investissements. Pour récapituler, tu souhaites te sentir en sécurité et créer un matrimoine résidence principale. Tu souhaites créer du matrimoine et gagner en expérience rapidement en immobilier, investissement locatif. Tu as du temps et ou beaucoup d'argent et tu es prêt à prendre beaucoup de risques pour gagner du gros capital marchand de biens. Et donc, voilà, comme tu peux voir, il y a plein de choses à faire. Et là, je t'ai vraiment fait big picture. On a vu vraiment de manière large les différentes options immobilières, mais je n'ai pas parlé des locaux commerciaux, je n'ai pas parlé du Airbnb, je n'ai pas parlé de la colocation, même si on peut regrouper ça dans l'investissement locatif. Il y a tellement d'options dans l'investissement immobilier de manière générale, plein de métiers qui se côtoient. Et c'est ça qui fait que c'est un univers extrêmement passionnant. Et surtout, c'est un besoin primaire humain. On a vu la pyramide de Maslow plus tôt. Un logement, on en aura toujours besoin en fait. Quoi qu'il arrive, c'est comme de la nourriture, c'est comme les vêtements. On aura toujours besoin de se loger, nourrir. Donc, c'est quelque chose, on trouvera toujours du business, des solutions et des choses à faire. Donc, c'est absolument passionnant. Et j'espère que tous ces éléments que je t'ai apportés vont t'apporter de la lumière. Si tu as envie de te lancer, mais tu en manques encore de clarté, sache que je propose du coaching individuel. Et il y a aussi 2 formations que je te conseille fortement parce qu'il y en a un, c'est moi qui l'a fait. Ça va être dédié à la résidence principale. Donc, si tu t'intéresses à acheter une résidence principale, j'ai une formation qui est dédiée à ça. Et enfin, si tu veux plus faire du marchand de biens ou de l'investissement locatif et aller gros et fort, je te propose tout simplement de rejoindre Green Bull, qui est la formation que j'ai suivie et qui m'a permis d'acheter un immeuble à l'âge de 26 ans avec 1 900 € de salaire et 10 000 € d'épargne. Bref, il y a des malades mentaux qui sont dans cette communauté. C'est la plus grosse communauté en francophonie dans le business, investissement, l'entrepreneuriat et l'immobilier. Donc, on n'est que 20% de femmes en plus. Donc, ça me ferait un énorme plaisir de voir plus de femmes représentées dans cette communauté Green Bull. Et donc, tout ça pour te dire, si tu as des questions
sur comment te poser les questions, sur le workbook, sur les options de formation et les accompagnements qui existent, ce serait avec grand plaisir qu'on échange ensemble. Tu as mon DM et mon email qui est juste en dessous de cette vidéo, donc ce serait avec grand plaisir qu'on échange. À très bientôt et au plaisir d'échanger avec toi.